Monsieur Péguillon, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir pour cette interview. On va parler aujourd'hui d'un sujet crucial qui est la cybersécurité. Aujourd'hui, on entend de plus en plus parler avec différentes entreprises à La Réunion qui ont subi des attaques. Et j'ai la chance de vous avoir parmi nous pour partager votre expérience suite à ce qui a pu se passer le 21 août 2024. Où une cyberattaque importante vous a impacté la nuit. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter, vous et votre entreprise, et quelle importance elle a pour vous? Alors, je m'appelle Sylvain Péguillon, je suis directeur général du groupe Cyrano. Le groupe Cyrano est présent dans pas mal d'activités, il est centré sur les médias, avec une activité historique qui est la radio. On a plusieurs radios donc sur la Réunion. On a installé également à Mayotte, on est également à Maurice. Et on a différentes activités donc dans le secteur de la publicité, puisqu'on gère donc de l'affichage dynamique à la Réunion, on gère également de la régie digitale. On a beaucoup d'activités support donc en ce qui concerne les médias. On a par exemple tout un plateau de studio en timeshare, donc on partage avec plusieurs radios, puisqu'on a mutualisé tout ça. Et puis, comme beaucoup de groupes réunionnais, on s'est diversifié, donc on est présent également dans la restauration, avec 2 restaurants. On gère également le golfe de Bourbon, à l'étang salé. Et on a d'autres activités de diversification qui n'ont rien à voir avec le secteur principal. Voilà. Grosso modo, aujourd'hui, c'est 250 salariés sur la Réunion essentiellement, et avec une équipe d'une 40aine de personnes à Maurice. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais rappeler ce qu'est une cyberattaque, reposer un peu les bases. Une cyberattaque, qu'est-ce que c'est? C'est une intrusion dans le système d'information d'une entreprise dans le but d'exfiltrer des données, faire un vol de données, également de chiffrer les données, les rendre inaccessibles à des fins de rançon, voilà, pour demander une rançon à l'entreprise, donc des gains financiers. C'est un impact terrible pour les entreprises qui subissent ces cyberattaques économiques, en termes économiques et d'image. De votre côté, avez-vous déjà des mesures contre les cyberattaques? Alors oui, on avait des mesures, donc force est de constater qu'elles n'étaient pas suffisantes. Après, il faut être conscient qu'à La Réunion, je ne sais pas si c'est un effet pervers à notre insularité, mais on avait certes conscience du risque d'une cyberattaque, mais on se dit toujours qu'on est loin de tout. On est petit, qu'on ne va pas intéresser justement tous ces hackers qui vont pouvoir pénétrer nos systèmes d'information. Donc on avait à la fois conscience que ça existait, mais en même temps... Vous n'aviez pas conscience qu'un jour vous pouviez être vous-même attaqué on pense toujours que ça va arriver aux autres. Voilà, on se dit on est trop petit pour que ça nous arrive, il n'y a pas d'intérêt à nous attaquer à nous. Enfin, voilà. Après, il y avait une infrastructure qu'on était en train de déployer donc, pour sécuriser un petit peu plus l'infrastructure. Mais force est de constater qu'on l'a déployée pas avec la rapidité nécessaire, et que donc forcément il y avait des failles de sécurité qui étaient présentes. Bon, au demeurant, la cyberattaque qu'on a eue, c'était via une faille de sécurité qu'on n'avait pas identifiée dans tous les tests qu'on a pu faire. Et comment vous avez découvert que vous aviez eu une cyberattaque? Nous, l'avantage, c'est que c'est des médias, donc les radios avaient cessé d'émettre, donc du coup, la surprise, elle était pas totale. Donc on a vu qu'il y avait un problème. Maintenant, on a déjà eu des problèmes qui n'étaient pas liés à des cyberattaques. On a eu par exemple notre fibre qui conduit aux émetteurs qui avait été tronçonnée par des travaux, donc qui avait coupé l'ensemble des radios. Très franchement, quand on a entendu les radios coupées, on n'a pas pensé immédiatement à une cyberattaque. À partir de quel moment vous avez, le matin en arrivant au travail, vous avez vécu cette cyberattaque? En fait, de suite, dès que ça a été coupé, donc on a eu une astreinte qui est intervenue, qui s'est connectée sur les serveurs, et de suite ils ont vu qu'il y avait un message qui spécifiait qu'il y avait une cyberattaque qui était en cours. Donc là, on a été informé très très rapidement là-dessus. Donc tout le monde a été mobilisé immédiatement pour aller régler ces problématiques. Et de votre côté, en tant que dirigeant, quels ont été vos premiers réflexes? Quelles ont été aussi vos premières émotions en tant que personne, de savoir que son entreprise vit une cyberattaque? Alors, le premier réflexe, c'était de faire le point avec les services techniques, savoir ce qu'ils étaient capables de faire ou pas faire. Le deuxième réflexe immédiat, ça a été d'appeler nos partenaires donc, qui travaillent avec nous sur tout ce qui est infogérance, tout ce qui est sécurisation de l'infrastructure, etc. Puisqu'on a vite vu qu'on n'allait pas s'en sortir tout seul. Donc il fallait appeler la cavalerie pour faire en sorte de régler ces problématiques.
Après, des émotions, il n'y en a pas eu spécialement parce qu'on est de suite dans un monde opérationnel. Donc, il faut réagir, il faut que les médias réémettent le plus rapidement possible. On ne peut pas se permettre, nous, d'être coupés. L'avantage, c'est qu'on a quand même pas mal de systèmes de secours qui sont décorrélés de l'infrastructure, qui ont permis, en mode très dégradé, de pouvoir émettre assez rapidement. Maintenant, ça a été immédiatement de mettre en place une cellule de crise, d'organiser finalement la riposte par rapport à ça et de voir très rapidement comment on pouvait reprendre notre activité normale, quoi. Justement, en parlant de cette cellule de crise, de notre côté, en interne, chez MDSI, ça a commencé dès 6h30 du matin avec des premières alertes de supervision, également de votre côté. Dès 7h, on avait des premières équipes qui étaient sur le pied de guerre. 9h, il y a la cellule de crise qui s'assemble ici dans ces locaux. Donc il y a avec votre service informatique, MSOI, les équipes, les ingénieurs MDSI. On a un autre partenaire, EXA, qui nous a rejoint également pour nous aider sur l'analyse. Quelles ont été les premières actions, vous en tant que dirigeant, que vous avez pu mener sur les premières décisions dès le matin, c'est de dire voilà, donc les médias sont coupés, on ne sait pas pourquoi. Donc après, on a su très rapidement pourquoi. Donc déjà, c'est réémettre en mode dégradé. L'avantage qu'on avait, c'est que même si les radios avaient été extrêmement touchées, la télé l'était un petit peu moins. Donc la télé a pu, grosso modo, arriver à diffuser le programme qu'elle avait prévu. Enfin, il n'y a pas eu de perception, en tout cas, des téléspectateurs de ces coupures. Par contre, au niveau des radios, le programme n'était pas de celui qui était habituellement en place. Alors, est-ce que tout le monde s'en est aperçu? Je suis pas sûr. Nous, on a communiqué de toute façon très rapidement auprès de nos auditeurs, nos téléspectateurs, sur le fait qu'on risquait d'avoir des perturbations des programmes puisqu'on était en train de vivre une cyberattaque. Et je pense qu'il faut communiquer très rapidement. L'ensemble des régies ont informé via les plateformes d'emailing qu'on peut avoir et les plateformes SMS également la totalité de nos clients de perturbations qu'on pouvait avoir. Donc première opération en parallèle de la mise en place de la cellule de crise, ça a été de faire le point avec tous les responsables donc, de structure pour voir eux déjà comment ils pouvaient réémettre en mode dégradé. Déjà ça. Le temps qu'on puisse identifier les problématiques et revenir vers eux. Après, il y a la mise en place de la cellule de crise, identification des problématiques, qui arrivait finalement assez rapidement, puisque je crois que c'était vers 10h, 11h qu'on a pu identifier vers 11h, ouais. Vers 11h, donc le problème. Donc mise en place là aussi d'une visio avec la totalité des collaborateurs, des cadres qui sont en responsabilité. Les informer, non pas de manière exhaustive de ce qui s'est en train de se passer, mais de l'essentiel de ce qu'ils ont besoin de savoir. Et puis qui réagissent en fonction, puisqu'on savait qu'on allait être coupé pendant un moment certain, on va dire, donc sur certaines de nos activités. Donc après, on a la chance d'avoir un encadrement qui est quand même, qui a un certain âge, qui a beaucoup d'expérience et qui a pu réagir là-dedans. Je pense qu'à La Réunion aussi, on a un gros avantage, c'est que les cellules de crise, on connaît ça. Alors nous, dans les médias, on connaît ça 1 à 2 fois par an avec notamment les cyclones qui passent et sur lequel, il faut savoir réagir rapidement, gérer les effectifs, gérer les problématiques techniques, mettre en place des sécurisations. Donc, je pense qu'on est peut-être plus à même que certains, en tout cas sur d'autres territoires, de pouvoir gérer, en tout cas avec le recul nécessaire, ce style de problématique. Ouais, votre métier fait qu'aujourd'hui, vous êtes déjà habitué à gérer des crises. C'est ça. Ouais. De notre côté, nous, c'est vrai que la cellule de crise a commencé à 9h. Les premières décisions qu'on a eu à faire, c'était de couper les accès Internet, s'isoler, pour éviter que l'attaquant puisse continuer à sévir. À partir de 10h du matin, toute l'équipe au complet, on commence les analyses rapidement et heureusement, vers 11h, on connaît l'origine, en tout cas par quelle porte d'entrée est passé l'attaquant, ce qui nous a permis rapidement de bloquer, commencer à faire des premières remédiations, de sécuriser votre infrastructure pour bloquer les accès. Par contre, on a une incertitude parce que toute l'infrastructure est à l'arrêt, les données sont chiffrées, on n'a pas de moyen de récupérer les données, mis à part communiquer avec l'attaquant et plus ou moins payer une rançon. Il y a les sauvegardes. Est-ce qu'elles sont viables? C'est la question, la grande question. Donc très vite, on isole les sauvegardes du réseau, on génère un réseau à part pour voir l'état des sauvegardes. Donc là, il y a une certaine pression. Comment vous vivez ce moment d'inconnu?
Avec pragmatisme, encore une fois, c'est-à-dire que c'est déjà voir ce qu'on peut récupérer, quels sont les services qui sont touchés, qu'est-ce qui va permettre de refonctionner rapidement. La vraie inquiétude, c'était vraiment par rapport à tout ce qui était comptabilité, RH, etc. Parce que là, forcément, il y a des tâches qui interviennent tous les jours et puis après, on avait vraiment une crainte que les données soient perdues aussi là-dessus. Ouais. Ce qui aurait été quand même un problème beaucoup plus important que ce qu'on a vécu sur la partie matière, en tout cas des médias. Et puis après, de voir très rapidement où est-ce qu'on aurait pu avoir des sauvegardes externes. Parce qu'il y a celles qu'on a prévues dans l'infrastructure et puis il y a celles auxquelles on ne pense pas. Donc si nous déjà on n'y pense pas, bien évidemment les hackers n'y pensent pas non plus. Et les radios, c'est ce qui nous a sauvés, c'est qu'on a pu récupérer une sauvegarde donc, qui avait 3-4 ans d'ancienneté, mais sur lequel il y avait déjà beaucoup de matière, qui avait été faite donc, pour l'école des médias qu'on avait lancée il y a quelques années. Et quand donc, on parle de matière, on parle des chansons, des musiques. On parle en fait de toute la matière audiovisuelle, donc c'est les musiques, c'est effectivement les jingles, etc. etc. L'avantage, c'est qu'on a beaucoup de stations qui sont franchisées, donc on a aussi des partenaires en métropole qui ont des systèmes de sécurisation. Donc, par exemple, on est en liaison avec le groupe Énergie qui nous a très rapidement renvoyé la totalité des jingles, la totalité de l'habillage, etc. Et puis après, on a aussi constaté une vraie solidarité locale, c'est-à-dire qu'on a eu très rapidement la plupart de nos partenaires FAI, etc., qui nous ont appelés, si vous avez besoin d'un coup de main, on est là. Enfin, on a vraiment vécu une solidarité assez importante à ce niveau-là. Et aussi une compréhension, mais alors totale de la part de nos clients. Enfin, il n'y a pas un client qui nous a dit oui, si c'est ça, j'arrête la campagne ou autre. Bon, en gros, vous nous tenez au courant, on décalera les spots, etc. Enfin, pour le coup, on a eu vraiment une aide assez globale de la totalité de nos prestataires, de nos clients sur cette cyberattaque. Donc ça, déjà aussi, ça remonte pas mal le moral. Tout à fait. Et puis on se dit que finalement, on va arriver à trouver des solutions et puis avancer par rapport à tout ça. Ce qui m'a le plus impressionné, moi, dans ces premières heures de la gestion de crise, c'est le sang-froid et le calme que vous avez pu avoir, parce que il y a différents intervenants. On est tous là à chercher la solution, d'où vient l'attaque, comment, pourquoi, qu'est-ce qu'on peut restaurer. Donc nous-mêmes, on est déjà sur une certaine activité, une certaine pression, une réflexion. Et le fait qu'on garde son sang-froid, son calme, ça a permis à ce que les équipes puissent se concentrer sur les bonnes solutions, sans avoir une pression derrière quand est-ce qu'on redémarre, et prendre peut-être des décisions à la va-vite. Et votre calme m'a vraiment impressionné, nous a même motivé toute l'équipe. On en parlait des fois en arrière entre nous que Monsieur Péguant, il reste calme, c'est posé, et on y va en fait, on avance et en fait vous nous avez fait confiance tout simplement et ça a vraiment motivé les équipes. Pour ça, je vous en remercie parce que ça fait partie des points importants sur la réussite en fait de cette restauration qu'on a su mener. La réussite, elle est aussi conditionnée à un paramètre, c'est que je pense qu'il faut isoler à ce moment-là le service technique et les prestataires de l'exploitation. Tout à fait. Parce que forcément, au niveau de l'exploitation, ils en subissent les contraintes. Mais à un moment donné, on ne peut pas à la fois se concentrer pleinement sur la restauration des données, sur l'identification des failles de sécurité, et en même temps avoir la pression des équipes en parallèle, de dire oui, mais quand est-ce que ça va remettre, comment je peux faire ça, etc. Donc on a fait en sorte, encore une fois, parce qu'on a la chance d'avoir des cadres qui ont de l'expérience, de les mettre en responsabilité. On les a encore une fois tenus informés donc des avancées et de la criticité aussi de ce qu'on était en train de vivre. Mais après, je pense qu'il faut se mettre en mode combat, quoi. Voilà, donc il faut être très pragmatique là-dedans, avancer étape par étape. Il y a des prérequis de toute façon qui doivent être faits. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est effectivement de couper tous les accès, de faire en sorte qu'on n'aggrave pas le problème non plus, et puis après avancer pas à pas. Voilà. Mais ce qui est important, je pense, c'est ça, c'est que vraiment, il faut qu'il y ait une personne qui serve de zone tampon finalement entre l'exploitation et entre les services informatiques et les prestataires qui interviennent à ce moment-là. C'est la gestion de l'humain après. Mais nous, on gère que de l'humain. On est une société de service, donc dans les médias, c'est que de l'humain. Vous avez dû avoir aussi quelques démarches administratives. Tout à fait. Vous avez dû porter plainte. Est-ce que vous avez, donc, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez eu du mal à effectuer ces démarches, contacter l'ANSSI? Non, ça va très vite en fait. Ça va très vite. Il y a une cellule déjà à La Réunion qui a été très rapidement mobilisée. L'ANSSI est intervenu très rapidement aussi.
Voilà, ce côté-là a été assez fluide, quoi. Donc ça a été géré donc par le service juridique qui s'en est occupé de l'autre côté, et l'ANSSI était en liaison donc avec un correspondant dans la cellule de crise pour effectivement avancer sur les différents points. Vous êtes senti accompagné par l'ANSSI ou par... En tout cas, oui, ils étaient plutôt proactifs là-dedans. Donc après, ils nous ont demandé de fournir différents éléments, ce qui a été fait assez rapidement pour identifier de leur côté d'où pouvaient venir ces cyberattaques, etc. Mais après, bon, de toute façon, il ne faut pas attendre de leur part plus de choses que ce qu'ils peuvent fournir. Enfin, à un moment donné, notre exploitation, ils ne la connaissent pas, notre problématique, ils ne la connaissent pas non plus. Donc là, il faut réagir avec ceux qui sont en poste, ceux qui travaillent avec nous en parallèle, pour pouvoir avancer. Effectivement. Donc, la journée passe, les personnes récupèrent les logs, les données. À 18h, on sait enfin que la sauvegarde est viable. C'est un soulagement pour tout le monde, parce qu'on sait qu'on va pouvoir avancer à partir de là. Il y a une analyse forensique qui permet d'analyser les logs, savoir d'où vient l'attaque, quelle ampleur a l'attaque. C'est est-ce que l'attaquant a laissé des exécutables, des backdoors, effectivement, pour qu'ils puissent se reconnecter. Donc il y a toute une analyse à faire. Cette analyse-là permet également de faire une sécurisation de votre infrastructure, donc colmater les failles, ajouter de la sécurité, faire aussi de l'éducation des utilisateurs. Tout ça, ça prend du temps avant de pouvoir commencer la remédiation. Donc heureusement, on a trouvé les premières failles très rapidement, ce qui nous a permis d'avoir un premier retour, un premier redémarrage des services en 36 heures. Donc ce qui est bon, bien entendu, il y a eu quelques nuits blanches de toutes les équipes, mais 36 heures, c'est quand même long lorsqu'on est à l'arrêt. Et comment vous avez vécu cette attente pour votre entreprise? Je pense que comme on est sorti de la crise du Covid qu'on a traversée, la résilience, je pense que les gens ils sont un peu plus habitués qu'auparavant. Bon. C'est vrai que dès lors qu'on a su que les sauvegardes n'étaient pas toutes cramées, donc déjà ça a changé un petit peu la donne. Et après, on se met effectivement dans un autre mode, c'est qu'on se dit, bon voilà, ça va prendre un certain temps, mais ça va revenir. Donc il n'y a pas tout à refaire, il n'y a pas tout à recréer, on va retrouver progressivement les fonctionnalités. Et puis là, il faut prioriser. Voilà. Qu'est-ce qui est important pour le retour à l'exploitation, qu'est-ce qui est un peu moins important, qui peut un peu plus attendre. Enfin voilà, donc c'est... Pour vous, quels étaient les services du coup à prioriser au niveau de la restauration des services? Et est-ce qu'il y avait des enjeux techniques, économiques à redémarrer prioritairement Alors sur certains services, en fait, on n'a pas été impacté. Par exemple, tout ce qui était régie digitale. Aujourd'hui, on a des ad serveurs qui ne sont pas hébergés chez nous, donc forcément ça a continué de fonctionner. Les systèmes d'affichage dynamique, les players sont conçus pour fonctionner même quand il n'y a plus de liaison internet, donc ils continuent à diffuser leur programmation, etc. Par contre, ce qui était important pour nous, c'était les médias, donc il fallait ça impérativement, tenir les programmes de la chaîne au niveau de la télé, faire en sorte aussi au niveau des radios de pouvoir retrouver un programme qui corresponde à celui qu'on doit faire. L'avantage là aussi, c'est qu'il y a de l'humain, donc on revient à des modes de diffusion un peu archaïques mais qui sont fonctionnels. Moi j'ai connu la radio sur laquelle on passait encore des 45 tours, etc. Bon voilà, c'était moins automatisé mais ça fonctionnait quand même, donc on est arrivé sur des systèmes moins automatisés mais qui étaient quand même fonctionnels. Donc après il faut prioriser et puis il faut expliquer aux différents cadres aussi du groupe pourquoi on a priorisé un tel plutôt qu'un autre, etc. Il y a forcément une attente qui est légitime de chacun pour pouvoir retrouver son exploitation. Mais bon, tout le monde a été extrêmement proactif. Il faut quand même être conscient que ça tire beaucoup sur le RH. C'est-à-dire qu'on a parlé des nuits blanches de la cellule technique. Au niveau de l'exploitation, on avait du monde dans le bâtiment jusqu'à tard le soir et tôt le matin. Parce que forcément, quand on est en mode dégradé, tout ce qui est automatisé, il faut le refaire à la main. Ça demande un surcroît d'activité qui est considérable. Donc c'est ce qu'il faut gérer, ce qui est le plus difficile finalement à gérer, c'est cette résilience-là, c'est cet épuisement aussi qu'il peut y avoir. Savoir dire aussi aux uns et aux autres de devoir se reposer. C'est arrivé au niveau service technique où on a dit à certains, non, maintenant tu rentres quoi. Parce que là tu vas plus être opérationnel, ça sert à rien, il faut partir te reposer. Mais bon, globalement, c'est cette priorisation qui a été faite et qui a été comprise finalement par tout le monde, parce que je pense qu'on a essayé de l'expliquer. Et on était tous dans un mode très pragmatique là-dedans.
Effectivement, on commence à sentir au bout d'un moment certaines pressions de la partie exploitation. Hein. On va dire quand est-ce qu'on redémarre et c'est tout à fait logique. Et en plus, nous, du côté technique, après une cyberattaque, on est un petit peu en mode paranoïa parce que dès qu'on détecte un nouvel événement qui peut être légitime mais qui est anormal ou enfin qu'on détecte, est-ce que c'est l'attaquant, on a tendance à recouper les accès rapidement, on se met dans un mode où on va favoriser la sécurité plus que la production pour éviter de retomber en fait dans une coupure totale pour le long. Mais après ces 36 heures, on a commencé à restaurer. Il y avait des décisions à prendre. C'est est-ce qu'on restaure les services ou est-ce qu'on continue les analyses? Il y a en tant que président d'une société, il y a la partie production. Une société, quand elle est à l'arrêt, elle ne rapporte plus de business. Donc, mais derrière, il y a des salaires à payer. Et on se pose la question. Est-ce que je continue à tout bloquer et à sécuriser, faire des recherches pour être sûr que l'attaquant n'a pas encore une backdoor peut-être quelque part? Donc c'est rechercher une épine dans une botte de foin ou dire non c'est bon, on a sécurisé, je restaure, je repars lentement dans un système de production pas à pas, on surveille, on analyse. Voilà. Quel est votre curseur, vous, en tant que dirigeant? C'est au cas par cas. Après, il y a forcément une prise de risque à un moment donné. De toute façon, il faut être conscient de ça, c'est-à-dire que il y a eu le cas de certaines administrations à La Réunion qui ont été hackées également, sur lequel il n'y a pas un risque d'exploitation immédiat, donc sur lequel on peut prendre plus de temps. C'est-à-dire passer sur toutes les bécanes, toutes les vérifier, reformater ce qui a reformaté, resécuriser tout ce qui a sécurisé. Nous, on n'a pas pu atteindre à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il a fallu effectivement prendre des risques à un moment donné, de remettre en place certaines fonctionnalités. On l'a fait aussi parce qu'il y avait la supervision qui avait été mise en place donc sur l'ensemble des systèmes et on a eu quelques cas effectivement limites sur lesquels on avait vu des comportements anormaux donc qui ont été immédiatement coupés et qui ont permis quand même de pouvoir continuer de fonctionner. Mais c'est au cas par cas et c'est une évaluation du risque. C'est l'équilibre qu'il peut y avoir entre l'exploitation et la nécessité de recouvrer une activité normale puisque voilà, en fait, nous, si on arrête de diffuser nos publicités pendant 2-3 jours, les conséquences économiques, elles peuvent être vite importantes. Si c'est au bout d'une semaine, là, c'est dramatique. Donc, il a fallu jauger et évaluer, finalement, le risque de chacune des actions qu'on a pu faire pour remettre en marche tel et tel service. Bon, au demeurant, ça s'est plutôt bien passé. Voilà, on a pu retrouver une exploitation, on va dire, quasi normale, finalement, au bout d'une semaine. Ce qui est relativement court par rapport à ce type d'attaque qui était quand même très massive. Mais après, il faut quand même savoir que 6 mois après, on a encore des effets de bord de cette attaque-là. Sur des données qui ont été perdues, sur pas mal de problématiques récurrentes qui continuent d'exister. Donc, pendant cette gestion de crise, on a mis en place énormément de sécurisation de votre infrastructure. On va parler de double authentification pour les connexions des utilisateurs. On va parler de segmentation réseau avec du filtrage, donc du filtrage web, du filtrage applicatif, des EDR, des sondes Darktrace, des accès sécurisés pour les prestataires pour qu'ils ne puissent plus se connecter facilement, mais en tout cas de façon contrôlée pour sécuriser l'infrastructure. Et également pouvoir surveiller et savoir ce qui se passe sur le réseau d'entreprise. Cela a amené beaucoup de changements, alors quelques perturbations au début, mais aussi du changement d'utilisation, de comportement pour les utilisateurs, à la fois pour vos collaborateurs, pour votre service informatique, également pour l'administration de vos ressources, et les prestataires qui ont du coup des connexions différentes. Avez-vous, vous, de votre côté, vécu une réticence de vos collaborateurs ou des prestataires? Alors, réticence, non. Par contre, il y a effectivement la principale perturbation, elle était vis-à-vis des prestataires et des partenaires. Alors pour certains, c'est vraiment des partenaires. Enfin, je pense par exemple aux outils métiers radio. On savait qu'on n'allait pas pouvoir recouvrer les liaisons. C'est une société qui est basée en métropole. 24 heures après, ils prenaient l'avion, ils étaient à La Réunion.
Mais ça fait 20 ans qu'on travaille avec eux, qu'ils nous connaissent, qu'ils connaissent nos infrastructures. Et on avait 3 personnes qui arrivaient en appui des cellules techniques qui étaient déjà présentes pour essayer de nous aider à recouvrer la totalité des systèmes, de reparamétrer les outils, puisqu'en reprenant des sauvegardes qui ont 3-4 ans, mécaniquement, il y a tout le travail qu'on a fait pendant 3-4 ans de stabilisation des plateformes et des données donc, qui sont perdues, donc il faut recouvrer. Donc après, voilà, il y a... Moi, je pense qu'effectivement, en temps normal, on va dire, chaque fois qu'il va falloir modifier des niveaux d'administration, des choses comme ça, ou dire aux gens, bah, vous pouvez pas installer de logiciel, bon, ça crée forcément des tensions à un moment donné. Là, quand ils ont vu effectivement l'ampleur des conséquences qu'on avait subies, tout le monde a été très proactif là-dedans, et ils ont tous compris que bon, maintenant, il fallait effectivement revenir à quelque chose de beaucoup plus sécurisé. Effectivement, c'est malheureux à dire, mais c'est presque un mal pour un bien. Alors, ce qui est sûr, c'est que oui, ça a été un mal pour un bien quelque part, c'est-à-dire que la prise de conscience de l'ensemble des collaborateurs que ça n'arrive pas qu'aux autres, et je me mets dedans, hein, et puis aussi la nécessité de modifier les comportements qu'on avait auparavant, qui vont souvent, parce que voilà, on est pris dans une activité économique qui n'est pas simple en plus à La Réunion, encore une fois à la sortie de la crise Covid. Donc on est allé souvent au plus facile, mais le plus facile, c'est pas forcément le plus sécurisé. Donc avec le télétravail qui est mis en place, de nombreux prestataires qui se connectaient sur notre infrastructure, avec des réseaux qui n'étaient pas suffisamment sécurisés. Là, il y a un vrai regret pour le coup, c'est de ne pas avoir mis en place cette double authentification qui est finalement très simple, qui perturbe pas vraiment l'exploitation, et de ne pas l'avoir fait avant. De ne pas avoir plus sécurisé les liaisons externes, je pense que ça nous aurait largement protégé par rapport à l'attaque informatique qu'on a subie. Oui, tout à fait. Cette gestion de crise dure environ 2 semaines où les différents prestataires, en tout cas MDSI et A2I pour la partie radio, est sur site dans vos locaux. La première semaine était cruciale parce que, je me souviens, c'était il faut que Miss Réunion puisse tourner. C'était la deadline, en tout cas en termes de pression. Donc on a réussi à tenir, je crois que c'était le soir, jusqu'à 23h pour le lendemain. C'était très serré. Mais on a réussi à tenir ce créneau. Au bout de 2 semaines, on reprend un fonctionnement à peu près normal. C'est vrai que 6 mois après, il y a encore quelques effets de bord. Même si vous avez quasiment pu retrouver un fonctionnement normal. Mais malgré ça, de votre côté, avez-vous perdu des données? Est-ce qu'il y a encore des impacts importants? Alors oui, il y a beaucoup de données qui ont été perdues. Il y a tout ce qu'on avait pu recouvrer finalement rapidement, donc c'était l'essentiel, encore une fois, c'était la comptabilité, ça a été retrouvé. Une grande partie de la matière radio a été retrouvée. Ce qu'on a perdu par contre, c'est toute la partie archive d'Antenne Réunion. Ouais. Et là, c'est des années effectivement de reportage, de sujets qui ont été complètement perdus. Alors la chance là-dedans, c'est que finalement le manque d'organisation de notre infrastructure a permis aussi de pouvoir avoir des données un peu disséminées. Donc ça a permis de recouvrer quand même pas mal de choses en parallèle. Mais il y a des choses, on le sait, qu'on ne recouvrera pas. Enfin voilà. En radio, il y avait tout un travail qui avait été fait, par exemple, sur les humoristes locaux, avec un énorme travail fait par le responsable de Rire et Chanson là-dessus. C'est 3 ans de boulot qui ont été perdus. Voilà. Donc si on fait le calcul de tout ça, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros de pertes finalement qui ont été, qui se sont produites suite à cette cyberattaque. Après, c'est vrai qu'une grande entreprise a souvent un historique, un passif, des systèmes des fois anciens, des fois des systèmes même pas forcément bien maîtrisés parce que c'est un historique, il y a eu des départs, ce genre de choses, et qui peuvent être des failles de sécurité, alors que souvent dans une TPE où l'infrastructure peut être souvent plus simple, elle est finalement plus facile à sécuriser qu'un grand groupe. Et c'est comme ça que moi souvent je l'explique, c'est que une TPE a souvent plus facilement les moyens de se protéger contre une cyberattaque qu'une grande entreprise qui a différents prestataires sur différents sites, différents moyens de communication. Donc une entreprise plus sujette en fait à une cyberattaque que. Alors nous, la problématique qu'on a eue, c'est qu'effectivement on a une taille, c'est une PME, mais qui a des services, des systèmes informatiques
qui sont quand même relativement complexes, puisque Exactement. tous nos médias sont numérisés, toutes nos activités sont numériques, donc on a quand même une plateforme numérique assez lourde, voilà, par rapport à une activité normale de PME, et qui fait qu'on a effectivement eu plus de problématiques, je pense, que d'autres qui ont subi ces cyberattaques. Maintenant, après, il faut le concevoir comme un bâtiment, finalement, c'est-à-dire que le bâtiment, à un moment donné, il faut sécuriser les accès. Et un hacker, il peut venir effectivement de l'intérieur, mais c'est quand même relativement rare, c'est plutôt de l'extérieur aujourd'hui. Et donc il faut sécuriser ces accès-là en priorité. Et ça, je sais qu'on n'a pas mis suffisamment de choses en place pour sécuriser ça. La problématique est venue sur cette faille de sécurité d'un prestataire avec lequel nous travaillons, dont un des techniciens s'est fait hacker sa boîte email, et dans lequel, par exemple, il y avait les codes de la totalité des VPN. Donc, ce qui est un truc quand même extrêmement basique, bien évidemment, il ne faut pas échanger les codes par email, il ne faut pas, dès lors qu'une boîte elle est vérolée, il faut forcément qu'il y ait une identification de cette problématique pour couper tout ça et pour avancer. Le prestataire ne nous a pas fait part de cette intrusion, et s'il nous a fait part de cette intrusion et que la connexion avait été sécurisée, on n'aurait pas eu d'attaque. Et encore une fois, ça ne demande pas énormément de moyens, ça ne demande pas des dépenses astronomiques, mais il faut penser à ça. Merci beaucoup pour votre témoignage, Monsieur Péguian. C'est un plaisir quand même de vous retrouver dans des circonstances beaucoup plus apaisées, plus détendues que pendant la gestion de crise. Et j'espère que ce témoignage pourra servir en tout cas à d'autres décideurs, d'autres dirigeants pour prendre conscience de l'importance de la cybersécurité. Et merci en tout cas à toutes les équipes d'MDSI d'être intervenues, parce que je pense qu'on n'y serait pas arrivé tout seul en tout cas, ça c'est sûr. On a fait tout ce qu'on pouvait en tout cas pour vous aider. Mais merci à vous. Merci beaucoup.